Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 5 de la saison 10 de The Walking Dead. Alors c'est un épisode que j'ai plutôt bien aimé. Vraiment il y a la partie Negan qui m'a beaucoup intéressée, c'est vraiment... Là j'ai l'impression que depuis deux épisodes c'est vraiment Negan qui porte complètement les épisodes. S'il n'était pas là, les épisodes seraient complètement vides et plats. J'ai bien aimé aussi le passage avec Ezekiel. Alors évidemment, bon je vais en reparler un petit peu plus tard, mais effectivement je m'attendais à ce genre d'annonce. Par contre, je vais y revenir également, tout ce qui concerne le groupe de Magna, je vous avoue que ça m'intéresse pas tellement. Dommage parce que j'aime bien les personnages, mais en termes d'histoire et tout, en termes de remplissage d'épisodes, j'ai trouvé la partie pas forcément très pertinente. Donc on va commencer avec ça pour finir après par la crème de la crème, c'est-à-dire Negan et les chuchoteurs. Donc Kelly était partie chasser, donc se retrouve en difficulté parce qu'effectivement elle a donc une maladie héréditaire qui fait que du coup elle va être atteinte de surdité comme sa sœur. Ce que j'aime bien c'est que le début de l'épisode retranscrit bien le fait d'être déstabilisé par cette nouvelle particularité. On entend les différents sons, on entend le son du vent, on entend le son de la libellule, ou je sais plus quel insecte d'ailleurs, on entend le grondement, alors je sais pas comment on appelle ça, du sanglier, tous ces petits bruits auxquels on fait pas attention nous parce que tout simplement on n'a pas de problème auditif, donc on fait pas attention à chaque détail de tous les sons qu'on entend, ça fait partie pour nous d'une globalité, et j'aime bien le fait justement qu'on nous montre que c'est quand même très important de faire attention à ces petits détails, et qu'une fois qu'on perd l'audition, toutes ces petites choses qui avaient l'air de pas forcément avoir d'importance en ont finalement beaucoup. D'ailleurs ça retranscrit bien l'espèce de bruit, l'espèce d'acouphène que peuvent avoir les malentendants, c'est-à-dire cette espèce de grondement, on entend des bruits, mais les bruits sont inaudibles, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça donne vraiment l'impression d'être oppressé complètement, d'être dans une espèce d'étau, c'est un peu bizarre, et justement je trouve que c'est bien retranscrit. En plus il y a la panique parce qu'elle entend pas les rôdeurs arriver, donc du coup elle s'en va parce que forcément il peut y en avoir d'autres qui viennent, mais elle les entendra pas, elle ne saura pas où ils sont. Donc c'est pas facile de s'adapter avec un handicap qui est naissant, et pour le coup j'ai trouvé ça bien retranscrit. Alors forcément c'est un bon moyen de faire partir Connie et Daryl en raid pour aller chercher Kelly, donc en soi c'est une bonne idée. Je pensais vraiment qu'il allait arriver quelque chose de grave, par exemple qu'elle se retrouve otage des chuchoteurs, quelque chose comme ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Bon, au final ils vont finir par la retrouver, bon elle sera un petit peu déboussolée, un petit peu blessée, mais globalement ça va. Et on a de l'autre côté toute la partie avec Yumiko et Magna, on se demande qu'est-ce qui se passe, quel est le contentieux. Alors de ce qu'on comprend, Magna de toute façon c'est un peu l'esprit rebelle par excellence, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas du tout qu'on lui donne des ordres, et surtout encore moins dans une relation amoureuse. Je pense qu'elle a beaucoup de mal avec le fait que Yumiko ait l'ascendant psychologique, c'est-à-dire que ce soit elle qui prenne les ordres, c'est elle qui décide de tout, elle n'a pas l'impression d'être spécialement consultée, et ça c'est quelque chose qu'elle n'apprécie pas et qui lui rappelle peut-être un peu aussi la vie d'avant, parce qu'avant effectivement Yumiko avait un statut qui était quand même beaucoup plus élevé entre guillemets qu'elle, c'est-à-dire que c'était elle qui la défendait, elle qui avait beaucoup de problèmes puisqu'effectivement elle était accusée d'un meurtre, ça on comprend. D'ailleurs je trouve qu'en soi c'est très intéressant d'avoir ajouté un background à ces personnages, et notamment Magna, c'est un personnage que j'attends énormément au tournant parce que je pense que c'est un personnage qu'on peut beaucoup creuser, qui est intéressant parce que c'est ce côté, c'est ce personnage qui est tout en nuance, c'est-à-dire que on sait qu'elle a un bon fond, mais à côté elle prend des décisions qui sont parfois pas forcément bonnes pour tout le monde. Des fois elle a l'impression que c'est bien pour elle parce que voilà elle va faire la fille qui voilà ceci cela avec une grosse carapace, qui se méfie, mais on sent que c'est quelqu'un de très sensible au fond, quelqu'un qui a envie de faire des choses justes, mais qui est maladroite, qui est aussi, comme elle dit Yumiko, on l'a bien remarqué, en colère après tout le monde, qui a tendance à s'en prendre à tout le monde quand elle est malheureuse ou quand il y a un problème. Et le fait effectivement qu'elle était accusée d'un meurtre, que Yumiko l'a pensée innocente et donc l'a défendue jusqu'au bout en ayant cette conviction personnelle, et d'apprendre que finalement elle n'est pas innocente, c'est quand même dur à avaler. J'ai trouvé cette révélation intéressante dans le sens où ça permet de remettre en cause la totalité de la relation entre les deux personnages, parce que à la base je pense que si Yumiko s'attachait à Magna, c'est parce que justement elle était convaincue qu'elle était innocente, que c'était quelqu'un, comme elle disait, d'un peu maladroit, de très blessé, du coup qui avait tendance à être un petit peu brute de pomme avec les gens, quoi, très clairement. Et d'apprendre que finalement sa conviction personnelle et profonde depuis le début de la relation est finalement fausse, c'est compliqué. Après ce que j'aime bien aussi c'est que le fait que Magna est accusée d'un meurtre, au final c'est pas un meurtre, elle a pas tué quelqu'un de sang froid, voilà, comme ça, enfin gratuitement, c'est-à-dire que la personne avait soit violé ou tué la petite fille. Au début je pensais violer, mais après en fait quand j'ai re-regardé l'épisode je me suis dit y a rien qui prouve en fait que la fille n'est pas morte, qui expliquerait encore plus cet effet œil pour œil, dent pour dent, et effectivement elle finit par lui dire la vérité. Alors est-ce que c'est vraiment le bon moment, parce qu'en plus les relations sont très tendues, je ne sais pas, mais en tout cas je pense que Magna en a marre que Yumiko la regarde un petit peu comme une enfant, parce que Yumiko la materne beaucoup, elle la couve mais elle lui donne des ordres et tout ça, et je pense qu'elle en a marre de ce rôle un petit peu maternel, et qu'elle a vraiment envie d'une relation d'égal à égal, et que pour l'instant autant Yumiko n'arrive pas à faire ça et à faire confiance à Magna et peut-être à lui laisser un petit peu de pouvoir de décision, et autant Magna est complètement réfractaire quand on lui donne des ordres et qu'elle ne veut pas écouter. Du coup c'est une relation qui risque d'être très compliquée par la suite, en tout cas si effectivement Yumiko dort ailleurs, on peut se dire que c'est une séparation
séparation, temporaire ou non, on verra bien. Je pense que ça peut donner lieu à d'autres trucs. On a l'impression que Yumiko se rapproche peut-être d'Alden, je sais pas, en tout cas, c'est un personnage qui commence maintenant à prendre les rênes de la colline. Elle devient très importante pour la colline, c'est elle qui gère tout le monde vient la voir naturellement. Je trouve ça un petit peu bizarre dans la mesure où elle arrivait bien après tout le monde, parce qu'elle est quand même arrivée après le time jump. C'est assez curieux et en même temps, on peut se dire que c'est un leader naturel. En tout cas, j'ai apprécié qu'il y ait une backstory qui nous soit présentée envers deux personnages. Évidemment, je préfère toujours des vrais flashbacks à des choses racontées, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans The Walking Dead. Ce sont des réels flashbacks. Donc toute cette histoire avec Kelly et le groupe de Magna a mené finalement à ce qu'on apprenne que finalement elles avaient volé des vivres, qu'elles avaient caché ça dans un coin au cas où les choses tourneraient mal, au cas où les gens s'avéraient ne pas être sympathiques. Donc Magna et Kelly effectivement se méfient mais ne l'ont pas dit aux autres. Elles ont quand même été bien accueillies, elles ont quand même un certain confort, une certaine sécurité, même si bon il y a les shooters, etc. Et d'aller voler les vivres de personnes qui nous ont tendu la main, c'est quand même un petit peu voilà, c'est quand même un petit peu limite quand même. Je pense que ça leur a servi de leçon et que les choses ont évolué, mais en tout cas du côté de Magna, je me demande si elle peut pas empirer psychologiquement, si elle peut pas être dans totalement la provocation, aller encore plus loin, ça risque d'être assez compliqué. Je pense que Daryl l'aura certainement à l'œil, cogné aussi par la suite, parce qu'effectivement là ça crée quand même un petit problème au sein du groupe, parce que tout le monde n'est pas au courant de ce qui s'est passé par rapport au vol de vivres. En tout cas ça donne l'occasion de revoir Daryl et Connie ensemble. Je trouve que le duo marche bien naturellement, je trouve qu'ils sont touchants, je les trouve mignons, moi je les trouve bien comme ça. Du coup lorsque Daryl et Connie se disent bah ouais nous sommes une famille, je sais pas si c'est histoire de dire on se friendzone et en fait il y aura aucune relation amoureuse et du coup je te considère comme ma sœur et toi comme mon frère, ou est-ce que c'est au contraire il montre qu'ils se rapprochent, parce que notamment on voit que Daryl a quand même beaucoup appris la langue des signes, il a fait beaucoup de progrès en quelques épisodes, je sais pas combien de temps il se passe entre les épisodes mais il s'en passe pas énormément et du coup on se dit mais il fait quand même l'effort de pouvoir communiquer avec elle. Bon maintenant il y a Kelly mais ça reste quand même pour l'instant le seul personnage avec lequel il était forcément obligé de signer, et du coup on voit une vraie évolution, on voit vraiment Daryl qui en plus essaye de la faire rire en parlant de son frère Merle, qui lui confie un truc personnel, en même temps il essaye de dédramatiser la situation, de la rassurer, donc il y a vraiment ce côté là un petit peu chaleureux, un petit peu qui remonte le moral, et je trouve ça mignon. Je pense que ça va mettre du temps à se développer dans la saison si vraiment il doit se passer quelque chose, mais en tout cas je trouve ça très bien comme ça. Je trouve qu'en termes de romance ça m'intéresse beaucoup plus que les romances du quatuor qu'on s'en fout totalement, voilà, enfin j'arrive feu de l'amour, ça va 2 minutes, mais ce genre de romance je trouve ça logique, je trouve ça touchant et je trouve que ça a de l'intérêt par rapport au récit. Nous apprenons dans cet épisode que, oh là là, Ezekiel a un cancer, mais quelle surprise! Dès l'épisode 1, je vous en avais parlé, pour moi, et ça n'était pas à cause de la fumée qui toussait, il avait un vrai problème physique qui semblait être affaibli plus que les autres, et du coup, pour moi, il avait un cancer. Pour moi, je pensais qu'il avait un cancer du poumon, au final, il a un cancer de la thyroïde. Je pense que vous l'avez vu dans la réaction, à quel point j'étais choquée de la grosseur de la tumeur, enfin je rigole, mais c'est pas drôle en fait. Le truc, je me dis, mais c'est vraiment humain, sur le moment, je me suis demandé, c'est vraiment possible que ce soit aussi gros, mais c'est vrai que dans la vie réelle, on fait une ablation de la tumeur, enfin voilà, je veux dire, il y a personne qui se balade avec un gros truc comme ça, et je trouve ça intéressant pour un tas de raisons, comme j'en ai parlé en live, comme j'en ai parlé en vidéo, de ne pas oublier que dans un monde post-apocalyptique, effectivement, on peut mourir de faim, on peut mourir être tué par les gens, on peut être tué par les rôdeurs, mordus, etc. Mais on peut aussi, et toujours, ça n'empêche pas autre chose, c'est-à-dire de mourir naturellement, d'avoir des maladies qui se développent naturellement. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ont favorisé ce cancer, bon, ça je le sais pas, et peut-être que Ezekiel pourrait l'expliquer par la suite, je ne sais pas. Être ancré vraiment dans le réel, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que les gens meurent, les gens sont malades naturellement, ils n'y s'y attendent pas, je veux dire, il n'y a pas de sélection naturelle ou quoi, c'est-à-dire que les gens meurent parce que tout le monde est mortel, tout simplement. Est-ce qu'on oublie ça à un moment donné? Je ne sais pas, j'ai l'impression que dans The Walking Dead, on a vraiment l'image de personnages un peu warriors, un peu guerriers, etc., qui s'en sortent face aux rôdeurs, qui se battent, etc. Mais parfois, tout simplement, les gens ne peuvent pas se battre contre ce qui est naturel, c'est-à-dire les causes de mort naturelles, etc. Et là, en l'occurrence, on a Ezekiel qui n'a pas forcément envie de se battre, parce que de toute façon, il sait que maintenant, il n'y a plus de moyen de guérir de ce cancer, alors qu'avant c'était justement, comme il disait, les taux de guérison avant l'apocalypse étaient quand même très élevés, mais il n'y a plus tous ces moyens techniques là, à moins qu'ils arrivent à trouver, je sais pas comment ils pourraient faire franchement pour arriver à le sauver, mais techniquement ce serait pas réaliste, ça peut pas être réaliste s'ils arrivent à le sauver, je vois pas comment. Alors à un moment donné, la Cindy qui fait ouais l'acupuncture et tout, mais bon le mec il fait ouais au point où j'en suis, je suis en train de crever, je tousse, j'en peux plus ma vie, je crois que l'acupuncture, voilà quoi, genre, le mec qui sort ça m'a fait trop rire, et du coup ça amène à la situation de Siddiq. Là pour le coup je l'ai trouvé un peu égoïste sur le coup, parce que je me dis mais le mec est en train de parler de oui il est pas bien psychologiquement, alors qu'il y a un mec quand même qui va crever du cancer dans quelques jours.
en termes de similarité, non quoi, il y a rien de similaire. Toi, t'as pas voulu te soigner, alors tu peux te soigner, t'as pas voulu parler aux gens, tu t'es renfermé sur toi-même, mais lui, je veux dire, lui, s'il avait pu se guérir ou faire quelque chose, il l'aurait fait quoi, très clairement, donc voilà, c'est pas la même situation. Mais je comprends où ils ont voulu en venir, ils ont voulu un petit peu remettre Siddiq sur le devant de la scène, et notamment, est-ce qu'ils font comprendre que Siddiq par la suite va parler de ce qu'il a vu, ou est-ce qu'ils font comprendre que finalement il n'y aura pas vraiment de révélation? Je pense qu'il va parler de ça, je suppose à Dante peut-être à Rosita, je sais pas, en tout cas quelqu'un avec qui on a déjà vu interagir plusieurs fois. Mais j'ai peur effectivement qu'il n'y ait pas de révélation aussi importante qu'on se le disait, donc je suis contente qu'on n'ait pas encore eu un espèce de flashback, voilà, un moment où il est pas bien, etc. Encore une fois, je préfère qu'il est plutôt dans, voilà, j'accepte mon état, il faut que j'en parle parce que j'ai envie d'aller mieux, et je pense que c'est peut-être aussi un électrochoc, justement, je dis que c'est égoïste, mais d'un côté, c'est peut-être un électrochoc pour se dire, lui, il est vraiment dans la merde, très clairement, il peut rien y faire, et moi j'ai les moyens d'aller mieux, et je le fais pas, et je devrais le faire. Donc j'espère que ça va dans ce sens-là. En tout cas, bon, on pouvait s'attendre au fait qu'Ezekiel n'aurait pas le courage de l'annoncer à Carole. Quand j'ai vu la séquence, je vous avoue que j'ai trouvé ça très bizarre, parce que je me suis dit, mais je le vois pas annoncer à Carole à la radio qu'il est malade, surtout quand Daryl lui dit, bah, est-ce que tu veux savoir des choses sur Carole et tout, est-ce que tu veux des nouvelles de Carole? Et il lui fait non. Donc on sent déjà qu'il se protège et tout, qu'il a très peur d'en savoir plus, d'être malheureux, etc. Je voyais très bien chez le personnage, le genre de personnage justement qui allait tout garder pour lui, sa souffrance, le fait qu'il était mourant, qu'il allait pas vouloir que Carole soit encore plus mal, parce qu'elle a quand même perdu tout un tas de personnes proches. Et là en plus, elle va perdre Ezekiel, même s'ils sont séparés, etc. Ils sont quand même en bons termes, entre guillemets. Je pense qu'elle a toujours des sentiments quand même pour lui. Et surtout, je pense qu'il n'a pas envie qu'elle revienne par pitié. Si elle doit revenir, c'est par amour, c'est parce qu'elle a toujours de l'affection pour lui, et aucunement parce qu'elle a pitié de lui, parce qu'il va mourir. Donc je pense que c'est important là-dessus. Je pense que Carole va l'apprendre peu de temps avant qu'Ezekiel meure. Franchement, si elle l'apprend après, c'est... Je sais pas comment le personnage va... Comme je vous disais l'autre fois, déjà c'est compliqué de voir comment Carole peut avoir à nouveau le goût de vivre et tout ça, mais en plus en apprenant qu'Ezekiel est mort directement, ça va être compliqué. Donc je pense qu'elle va l'apprendre peu de temps avant qu'il meure, quitte à tomber dans ses bras, je sais pas, quelque chose comme ça, tomber en face d'elle ou quelque chose comme ça. Je vois bien ce genre de scène, et après qu'elle regrette effectivement le temps qu'elle a pas passé avec lui, je pense que ça va être très clairement dans ce sens-là. Je voyais bien le délire que Ezekiel allait mourir d'une maladie naturelle. Voilà, depuis le premier épisode, c'était assez valable. Donc du coup, en termes de révélation, bon, pour moi c'était un petit peu un pétard mouillé, mais j'aime bien la sensibilité, le côté touchant et tout du personnage qu'on aime beaucoup, parce que même si on l'a pas trop mis en avant dernièrement, ça reste un personnage qu'on aime bien, c'est un personnage atypique. Ça va faire bizarre à voir quand est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va faire un acte héroïque avant de mourir ou je ne sais quoi, on verra bien. Parlons de Negan et de son acolyte. Donc Brandon n'a pas libéré Negan, mais par contre il l'a rattrapé directement après. Donc Brandon, très fan, à la limite de lui demander un autographe, voilà, c'est vraiment c'est le plus gros fan de sa vie. Il aurait un Twitter et tout, il serait son community manager, il serait son modo sur Twitch, il ferait tout là. Le Brandon, c'est clair, il ramène tout va très bien. Donc on se rend compte que Brandon est un grand fan de l'ancien Negan, parce que c'est là où justement l'épisode est intéressant, c'est le fait qu'on différencie, il y a vraiment deux Negan dans cet épisode. Et parfois l'ancien Negan ressort par moments, notamment quand il dit à Brandon, ouais bon voilà, je veux plus voir ta sale tronche devant moi, donc dégage. On sent le Negan qui va borderline, là, qui revient complètement, mais le Brandon, non seulement il est totalement fan de l'ancien Negan, mais en plus on sent qu'il a entendu, voilà, c'était clairement le téléphone arabe, hein, genre ouais, il a coupé le bras de Carl, il a tué Carl et tout, il a tout fait, et là le mec il fait... bizarre parce que c'est pas ce dont je me souviens en fait. On n'a pas la même version quoi. Du coup ça l'énerve parce que forcément on lui attribue un acte dont il est totalement incapable, c'est-à-dire parmi tous les actes qu'on peut lui imputer qu'il a réellement fait et qui étaient horribles, et il le sait très bien avec le recul, il sait que bon c'était pas la bonne manière, mais il va pas se dédouaner de tout ce qu'il a fait. On lui impute des trucs qu'il aurait jamais pensé faire, qu'il aurait jamais pu faire et qui étaient complètement contre ses idéologies. Notamment tuer Carl, c'était impensable. Negan aime les enfants, en plus Negan avait une relation un peu particulière avec Carl, donc c'était juste impensable. Et donc déjà à partir de là on sent qu'avec Brandon ça va pas matcher des masses quoi, ça va pas super bien se passer. Ça montre quand même aussi le fait que beaucoup de gens ont raconté un peu n'importe quoi, c'est-à-dire que y a des gens qui ont vraiment vécu les trucs, qui ont raconté aux gens qui n'ont pas vécu les trucs, et ces gens-là du coup ils ont retenu n'importe quoi, qui ont dit après à d'autres gens des trucs qui étaient assez loin de la vérité. Du coup il y a tout un mythe autour de Negan c'est le méchant, Negan il a fait des choses, etc. Alors effectivement on va pas dire que c'est faux puisque ça a été le mec le plus gentil de la Terre, mais
ça a été complètement extrapolé, ça a été amplifié, ça a été modifié, ce qui provoque effectivement cet engouement, ce fanatisme qu'a Brandon pour Negan, parce qu'on n'est pas sur il l'apprécie, il l'admire, on est vraiment sur du fanatisme, il est complètement fan, il veut être comme lui, il veut siffler comme lui, limite il aimerait qu'il raconte toutes ces histoires. Rick, ouais, c'est un hypocrite et tout ça, il reprend des phrases de Negan à l'ancienne quand même, donc il y a des trucs quand même qui ont été repris de personnes qui connaissaient bien Negan, et en même temps il y a des trucs qui ont été complètement extrapolés. Et donc on se retrouve avec ce personnage qui déjà est déséquilibré, qui a entendu des choses par son père qui lui racontait n'importe quoi, et ça en fait un cocktail pas très très cool quoi, on en fait un mec, je sais même pas comment il a fait pour vivre à Alexandria pendant tout ce temps sans avoir de problème et que personne n'ait détecté que ce mec avait vraiment des soucis psychologiques et qui était très clairement dangereux pour la société. Il pouvait très clairement péter un plomb n'importe quand. Donc nous avons droit à des je suis Negan. Alors j'ai bien aimé la partie où il est en train de noter les rôdeurs et puis Negan il est en mode bah non, on faisait pas ça quoi. Enfin, genre, même ça aussi, ça a été inventé. Il y a tout un tas de trucs qui ont été inventés. Puis après, il fait ouais, bah ça c'est plutôt un 3 et tout. Je trouvais ça assez marrant la répartie. Mais Negan est toujours aussi charismatique. Au début, on le sent, il est content que le mec il soit pas contre lui. Mais après, très clairement, il est saoulé. Et plus ça va, plus on sent qu'il se retient de lui mettre une tarte dans la tronche quoi. Jusqu'au moment où effectivement, il va sauver une femme et son enfant. Et là, effectivement, dans ma tête, ça a fait gouverneur. Je me suis dit, bon, encore, il rencontre une femme avec son enfant, etc. Je me suis dit, bon, ils nous referont pas le coup 2 fois, ce qui fait que, de prime abord, j'ai pensé que ces personnages allaient vouloir peut-être rejoindre les chuchoteurs parce qu'ils savaient plus nulle part où aller et que les chuchoteurs auraient assuré leur sécurité, quelque chose comme ça. Je me suis dit ça, notamment par rapport à certains trucs des comics. Et après, je me suis dit, non, en fait, non, le gosse, il va crever. Comme vous voyez la réaction, je dis, non, le gosse, il va crever parce qu'il va commencer à s'attacher au gosse et on va lui enlever le gosse. Brandon a complètement pas compris l'idéologie de Negan, les idéaux de Negan qui étaient celles d'avant, mais il a quand même toujours des convictions, mais elles se sont modifiées avec le temps parce qu'il a compris des choses, parce qu'il a été enfermé, parce qu'il a parlé avec beaucoup de gens, parce qu'il a parlé avec Rick. Et en tout cas, Brandon n'a ni compris le Negan de maintenant, ni compris le Negan d'hier. C'est-à-dire que Negan ne tuait pas les gens gratuitement. Quand il tuait quelqu'un, par exemple Glenn Abrams, c'était pour montrer l'exemple, pour que tout le monde reste dans le rang, pour qu'il puisse sécuriser tout le monde, etc. Comme il dit, les gens sont une ressource, c'est pas pour les tuer pour rien, quoi. C'est n'importe quoi. Et donc Brandon n'a pas du tout compris ça, et ça va dégénérer. Quand on débat pas mal justement du fait que peut-être que ça manque par exemple un peu d'action, de moments forts, etc. et qu'on a beaucoup de discussions, notamment le moment entre Negan et le petit garçon, j'ai trouvé intéressant. Ce sont des interactions qui, pour moi, nourrissent le récit, nourrissent l'épisode, et qui sont vraiment intéressantes. Parce que, je sais pas, il y a un message derrière, parce qu'on comprend plus du personnage, ce sont pas des interactions comme le Quatuor, ou le Quatuor, j'ai pas l'impression qu'on apprenne grand chose sur les personnages, on est juste sur une histoire de romance qui nous intéresse pas plus que ça parce qu'on est dans The Walking Dead, et pas dans une telenovela très clairement. Et j'ai bien aimé le fait qu'effectivement il y a cet enfant qui n'a pas connu ce que c'est de voler en avion, c'est-à-dire il y en a plein, ils ont pas connu la télé, ils ont pas connu le cinéma, ils ont pas connu les avions, ils ont pas connu tout un tas de choses, mais à côté peut-être aussi ils vont apprendre tout un tas de choses que les enfants d'avant l'apocalypse n'ont pas appris, et le faire ressentir tout ce que c'est d'être dans un avion. Pour nous, c'est un quotidien et on oublie ce que c'est. C'est ça que j'aime bien aussi dans cet épisode, c'est on nous rappelle quand même les fondamentaux, des petites choses de la vie qui sont importantes, et notamment cette sensation, la première fois par exemple qu'on prend l'avion, on a l'impression que c'est magique, et cet enfant-là pourra jamais savoir vraiment ce que c'est, de monter en tout cas dans un avion commercial, j'ai envie de dire. Hein. J'ai bien aimé ça, puis le petit moment où il essaie de lui apprendre des bêtises, comme un père peut apprendre à son fils, et ce que, comme je disais dans ma réaction, on a vraiment l'impression que c'est l'acteur qui parle. En fait, il est tellement naturel dans son interaction avec l'enfant qu'on a vraiment l'impression que c'est l'acteur, parce que quand on le voit en interview et tout, il est tout à fait comme ça. Par exemple, avec Kelly Fleming, il est hyper paternel, il essaye de faire des blagues, de rassurer, etc. Il est hyper détente, et du coup, j'avais vraiment l'impression de voir plus l'acteur que le personnage dans cette séquence, et pour le coup, c'était très réussi. Negan était même prêt à prendre le risque d'emmener l'enfant et sa mère proches d'Alexandria, quitte à se faire repérer ou je ne sais quoi, pour qu'ils puissent être en sécurité. Donc il avait vraiment cette démarche-là de les aider, rassurer en plus l'enfant et tout ça. Sauf que Brandon va passer par là, et ça va nous faire un peu penser à une séquence de Fear the Walking Dead, je ne vous dis pas laquelle pour ne pas spoiler, qui concerne directement Madison et un autre personnage. C'est le moment où on se dit, mais en fait oui, ça pouvait pas se passer autrement, c'est-à-dire que le Brandon, il a tellement rien compris au game qu'il a complètement extrapolé. Vous savez, des fois quand vous comprenez mal un truc et vous interprétez totalement n'importe quoi de quelque chose, et ça c'est vrai pour tout un tas de faits d'actualité par exemple qu'on peut voir, des gens qui comprennent mal des choses, des intentions, etc., et qui en font quelque chose de criminel. Là pour le coup,
on est totalement là-dedans, c'est-à-dire qu'il a cru que c'était un test, que Negan voulait voir si il y avait des coronesses, et pour montrer qu'il y avait des coronesses, il fallait tuer une femme et son enfant. Il n'y avait pas meilleure façon, entre guillemets, de montrer à Negan qu'il était prêt à se mouiller, se salir les mains. Et clairement, Negan n'apprécie pas, il venait de sympathiser avec cette famille, en plus il avait sauvé et tout ça, donc voilà, c'est clairement pétage de plomb. Et on retrouve donc le Negan d'avant, le Negan qui là, clairement est en pleine colère, en plus Negan qui tue volontairement pour la première fois depuis très longtemps, et qui repart lors d'une scène assez inédite, c'est-à-dire avec la veste et la batte. Alors, le Negan est revenu totalement, mais après c'est vrai que toute la séquence de nuit, je comprends pas trop ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il avait vraiment envie de se suicider? Je pense pas. Est-ce qu'il voulait voir les chuchoteurs? Je pense que oui, parce qu'effectivement il passe la frontière des chuchoteurs, et c'est très bien où s'arrête la frontière des chuchoteurs, et il la passe, alors que même, il a dit avant que de toute façon l'ennemi de son ennemi n'est pas son ami, surtout pas, c'est comme il dit, ils appellent les cinglés. Donc va avoir lieu cette fameuse rencontre entre les chuchoteurs et Negan, ce qui va donner quelque chose de très intéressant. Alors est-ce que ça va suivre les comics? Ça a l'air de bien se passer dans ce sens-là, mais justement je vais en parler, il y a tout le paramètre gamma qui est quand même très important, mais en tout cas Negan, je pense, va avoir un rôle très important par rapport aux chuchoteurs. Malheureusement je ne peux pas spoiler. Concernant les chuchoteurs d'ailleurs, c'est intéressant, puisqu'effectivement on savait que les chuchoteurs avaient envoyé les vagues de rôdeurs, avaient coupé l'arbre, etc. Tout ça dans le but, au final on se rend compte, de grignoter des frontières, d'embêter un maximum. Là, le nouveau plan, on sait pas trop ce que c'est. J'ai l'impression qu'effectivement ils essayent d'empoisonner la rivière avec les tripes de rôdeurs, ce qui peut peut-être expliquer le fait que Rosita ait chopé un virus. Je pense effectivement que ouais, la maladie qu'a Rosita, parce que peut-être on peut se retrouver avec Ezekiel qui meurt d'une mort naturelle, et Rosita qui meurt d'un virus, d'une bactérie, une mort où les chuchoteurs seraient intervenus indirectement, en plus un enfant de sa mère, et ça peut avoir tout un tas de conséquences. Ça peut très clairement déclencher une guerre beaucoup plus rapide que prévu, et notamment le fait que Aaron ait vu faire Gamma, parce que là en l'occurrence nous il pourrait pas trop savoir pourquoi des gens sont malades ou quoi que ce soit, parce que bon, encore on voit Rosita, mais ça se trouve d'autres personnes sont malades. Après peut-être que j'extrapole, et peut-être que Rosita est juste malade et un petit truc, mais je trouve ça assez étonnant. D'ailleurs le fait que Siddiq parte de nuit pour aller à Alexandria pour retourner voir Rosita, je me demande s'il va pas rencontrer les chuchoteurs sur sa route, et que ça lui refasse justement ressortir toutes les images et qu'il se souvienne de tout. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ils essayent d'attaquer sur plusieurs côtés, ils essayent vraiment d'affaiblir l'ennemi petit à petit, d'ailleurs ce qui va provoquer l'interrogation d'un des chuchoteurs, c'est-à-dire mais pourquoi au final on n'envoie pas la horde et puis c'est fini, comme ça on est tranquille. Surtout que, et c'est vrai qu'il a raison, que j'ai pas forcément pensé, ils envoient des rôdeurs à la mort entre guillemets, c'est-à-dire que leurs gardiens, qui sont un peu sacrés pour eux, qui font partie d'eux, etc., avec lesquels ils ont appris à cohabiter, ils les envoient se faire éliminer, ce qui a pas tellement de sens par rapport au credo des chuchoteurs, etc. Donc ça c'est une bonne question. Effectivement on a un personnage qui a posé la question qui dérange, et c'est pour ça aussi que Beta se retourne et qui s'énerve, parce qu'il sait très bien qu'il a posé une question qui peut être problématique et qui peut mettre dans l'esprit de tous les chuchoteurs un petit doute, se dire mais pourquoi en fait, il y a vraiment une raison pour laquelle elle veut pas attaquer frontalement et d'une seule fois, et c'est quand même très bizarre. D'ailleurs Alpha ne va jamais vraiment se justifier, elle va dire bah voilà, regarde, tu vois, des taillades, au final on fait des taillades petit à petit, et ça n'en est pas moins douloureux, ça n'empêchera pas les communautés d'être détruites, sauf que ce sera petit à petit plutôt qu'en une seule fois. Mais c'est vrai qu'elle justifie pas vraiment son choix. Pour avoir défié Alpha, c'est la mort, on s'en doute maintenant, c'est plus, voilà, je pense qu'on connaît les règles, voilà, je pense qu'on n'est plus trop étonné à ce niveau-là. Et autre chose, on voit Beta qui est toujours un petit peu jaloux de Gamma, qui se pose des questions, Gamma qui va avoir une interaction avec Aaron, et c'est vrai que je m'étais déjà posé la question dans le 3e épisode, quand j'ai vu Gamma qui allait livrer un message à Alexandria en leur disant d'aller rejoindre Alpha à la frontière. Je me disais déjà, je sais plus si je l'ai laissé dans la réaction ou pas, je sais plus, mais en tout cas je m'étais dit ouais, c'est assez, ça peut être assez intéressant que ce soit Gamma qui soit en contact avec Alexandria. Et donc là pour le coup ça confirme ce que je pensais, c'est-à-dire que il va se passer quelque chose entre Alexandria et Gamma, notamment entre Aaron et Gamma. Donc Alpha demandera à Gamma de se rapprocher d'Aaron pour ses propres ambitions personnelles, pour ses projets machiavéliques, mais Gamma pourrait finir par apprendre pour Lydia que Lydia est toujours en vie et pourrait être amenée justement à se venger d'Alpha. Donc c'est-à-dire qu'elle ferait double jeu, elle ferait croire à Alpha qu'elle est avec elle, mais au final elle se retournerait avec Alexandria contre Alpha. En plus on met beaucoup l'accent sur le fait que Gamma n'a pas oublié et est complètement obsédée par le meurtre de sa sœur, qu'elle en veut beaucoup à Alpha et tout ça, que malgré ça elle lui est quand même fidèle, enfin il y a quand même des sentiments très compliqués au fond de Gamma, et puis Alpha lui reparle en plus de ça, et Gamma lui fait oui mais bon toi t'as fait un sacrifice encore plus grand, et si elle a fait ça c'est parce que qu'Alpha avait fait un sacrifice qui pour elle était encore plus important, encore plus douloureux,
pour eux encore plus fort, sinon elle ne l'aurait pas fait. Donc voilà, en apprenant la vérité, ça va être très compliqué, mais voilà, ce double jeu, je pense qu'il est inévitable. Je pense pas que ça puisse être autrement. Ça va amener des choses très intéressantes par la suite. L'épisode prochain, je pense qu'il va être très déterminant dans cet arc chuchoteur, notamment par rapport aux comics. Ouais, on avance beaucoup dans ce qu'il y a dans les comics. C'est très intéressant. Il y a eu des choses qui étaient similaires dans cet épisode, même s'il y a beaucoup de différences parce qu'on a changé pas mal de trucs. Mais bon, par rapport à ce qui se passe dans les comics et par rapport au prochain épisode, je suis très curieuse et je pense que ça va marquer un tournant justement dans cette saison. D'autant plus qu'on approche forcément du mid-season. On n'est plus qu'à 3 épisodes du mid-season. Donc les choses commencent un petit peu à se corser. Les stratégies commencent à vraiment être solides, à se mettre en place. Et puis les gens ont très clairement commencé à se rebeller et ça va très clairement mal tourné. On joue beaucoup sur le fait que l'ancien Negan pourrait être de retour, mais bon, je me doute bien que non. Puis en plus, bon, dans tout ce qui était interview, etc., on nous fait bien comprendre que ça n'est pas le cas. Il joue sur cette petite ambiguïté pour faire douter le téléspectateur, comme c'était un peu le cas, par exemple, pour Eugène, où jusqu'au bout, on n'était pas sûr de ses intentions. Et je pense que justement, on va avoir des moments un petit peu paradoxaux. On aura l'impression que Negan est complètement contre Alexandria, contre les autres et tout, et totalement avec les flotteurs. Et puis d'autres moments où pas du tout, voilà, pour vraiment jouer, pour vraiment souffler le chaud et l'effroi, et ça peut être vraiment pas mal. Voilà pour ma review sur l'épisode 5 de la saison 10 de The Walking Dead. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, vos théories pour les prochains, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, et mercredi soir pour le live pour parler de l'épisode. Voilà, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!